Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans ce segment d'émission, il me fait plaisir d'accueillir M. Alexandre Ménard qui va nous parler ici de son école, l'Académie Simici, une école d'arts martiaux historiques européens qui enseigne non seulement l'art de se battre à l'épée de manière réaliste, mais qui également vous enseigne l'utilisation d'autres armes comme le targue, la lance, le couteau et bien plus encore. La création de Fantastica en 2003, et oui, je remonte quasiment au siècle dernier, on avait une chronique qui s'appelait la chronique médiévale. Bien sûr, avec le temps, on a comme mis de côté cette chronique-là, mais j'avais toujours dans l'optique un jour, si je trouvais la bonne personne, de ramener cette chronique-là de front ici à Fantastica. Et j'ai trouvé cette magnifique personne du nom de Alexandre Ménard. Donc, Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est on va te présenter aux auditeurs, puis en même temps, on va parler de ton école, parce que tu as une école, j'aime pas beaucoup dire une école de combat, mais d'un côté, c'est à peu près ça aussi, là, c'est pour de la pratique, justement, d'épée, que ce soit une main, 2 mains, épée, bouclier, choses comme ça, en rapport avec, justement, l'épopée médiévale, qui est l'Académie Scrimici. Donc ça, on va parler de ça aujourd'hui ensemble. Puis après ça, on va pouvoir, dans les prochains mois et les prochaines années, qui sait, pouvoir échanger sur l'univers passionnant qu'est le médiéval. Mais on va commencer par, c'est qui ça, Alexandre Ménard? C'est quand même une vaste question, mais merci beaucoup de m'avoir. Dans le fond, je peux commencer par un peu en attrait au médiéval. C'est certain que moi, l'aspect sur lequel je me concentre le plus, je pense que tu l'as bien dit, c'est le côté, en quelque sorte, combat médiéval. Mais bien entendu, on ne commence pas à jouer avec des épées sans avoir trempé un peu dans le milieu sous différentes facettes. Fait que, essentiellement, moi, comme bien des gens probablement qui écoutent et qui suivent ce podcast-là, je suis quand même un geek bien assumé. Puis ce qui m'a toujours fait triper à l'origine, c'était les trucs... on se le cachera pas, en fait, Star Wars, Warhammer 40 000, Seigneur des Anneaux, etc. Mais ironiquement, beaucoup plus, généralement, les science-fiction fantastiques dans lesquelles il y avait du combat à l'épée, en fait. J'aimais moins les trucs médiévaux, puis anciens. J'étais un passionné d'histoire de Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, puis tout ça. Puis éventuellement, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les scouts, j'ai rencontré un ami qui était un tripeux de Donjons Dragons. J'ai dit, bon, c'est moi mon trip, le stock médiéval, ironiquement, on considérant aujourd'hui. Mais on pourrait peut-être faire un casse-coute où on se bat à l'épée mousse puis qu'on fait une histoire de Donjon Dragon. Fait que
Tout le monde a dit OK, puis on a organisé ça ensemble, puis on a trippé. Fait que je me suis mis à organiser un jeu de rôle grandeur nature qu'à l'époque, on appelait les Royaumes de Fort-Alissandre. Puis j'ai organisé ça quand même pendant une douzaine d'années. J'ai arrêté en fait 6 mois avant le début du COVID. Puis en fait, mon trip, c'est que j'avais tellement aimé me battre à l'épée, j'ai dit, il faut que je fasse une activité de ça. Fait qu'au début, c'était purement genre de la baston, puis tout ça. Mais éventuellement, ben, je me suis mis à triper, vu mes autres intérêts, à écrire des histoires, faire des aventures, puis tout ça. Fait que on a fait quand même une bonne aventure dans le milieu du grandeur nature. Fait que j'étais quand même en contact pas mal avec ce milieu-là, avec des geeks qui tripaient GN, puis tout ça. Mais mon vrai intérêt demeurait fondamentalement le combat à l'épée. Puis éventuellement, ben, un des participants était dans un groupe de reconstitution historique qui faisait donc du combat plus dans un contexte spectacle, puis tout ça pour de l'animation dans des festivals médiévaux. Puis j'ai embarqué là-dedans, j'ai commencé à faire un peu plus du combat-là, ce qui m'a amené de fil en aiguille à rencontrer quelqu'un qui faisait la scrimmie, qui est le style de combat à l'épée, justement, que j'enseigne aujourd'hui et dont je possède l'école. Mais c'est ça. Fait que, ça, c'est un tour d'horizon très rapide. Fait que j'ai touché autant au milieu, justement, du jeu de rôle grandeur nature, puis ce qui s'y touche, qu'au milieu, justement, de la reconstitution historique, qu'aujourd'hui, au niveau vraiment des arts martiaux. Quand tu dis école de combat, ben, c'est vrai, nous, on va dire souvent escrime au public, parce que c'est ce qui sonne le plus clair dans les médias, on va dire escrime médiéval. La réalité, c'est qu'en fait, souvent, le terme général du mouvement dans lequel on se situe, c'est ce qu'on appelle les arts martiaux historiques européens, parce qu'en fait, ça touche, oui, le Moyen-Âge, mais la réalité, c'est qu'on va toucher à des armes qui ont existé post-Moyen-Âge, comme à notre école. Une des armes qui est quand même très favorisée, par exemple, c'est la basket hilt écossaise. Ben, c'est une épée qui a servi ses plaines d'Abraham. Donc, c'est un petit peu plus récent que le Moyen-Âge, mais ça reste que le gros de ce qu'on joue avec est plus dans la période médiévale. Fait que c'est un peu le tour d'horizon. Le tour d'horizon très rapide. Après ça, on peut creuser sur bien des sujets sans aucun problème. Ben, écoute, quand on arrive avec la création d'une école comme ça, je suppose qu'avant d'embarquer dans un projet comme ça, il faut, d'une certaine façon, se familiariser avec le produit. Donc, tu as dû participer à différents événements médiévaux à Québec ou dans les alentours de Québec. Comment ça procède, un événement comme ça, quand tu te présentes là? Ben, à l'origine, en fait, c'est un très bon point. En fait, ce que je dirais, c'est que, bon, bien entendu, il y avait tout le côté, j'organisais mes propres grandeurs nature, mais on s'entend que c'était la clique fermée de mes joueurs de grandeur nature. Puis on se mêlait pas aux autres grandeurs nature parce que chaque GN a son univers, ses règles, ses affaires, c'est assez différent. Alors que dans le milieu du combat à l'épée, ben, les gens, en fait, aiment au contraire se croiser, s'affronter, faire des activités ensemble, tout ça. Fait que je dis pas que le GN n'aime pas se croiser non plus, mais généralement, c'est plus les gens participent d'un GN à un autre plutôt que les GN se fassent des co-GN. Ouais. Mais quand j'étais en reconstruction historique, en fait, comment que ça marchait, c'était avec l'Association médiévale de Québec. Puis l'Association médiévale, organisait ses propres événements qui étaient souvent des banquets. Donc, on louait un terrain avec un bâtiment, puis on organisait un événement. Fait que là, tu sais, les gens étaient costumés, puis tout ça. Fait que là, il y avait une gang dans une des troupes de l'équipe de reconstruction qui organisait le banquet selon sa thématique. Fait que, par exemple, moi, je faisais des Anglais 12e siècle à l'époque. Donc, notre troupe d'Anglais, ben là, si on organisait un banquet, on le faisait avec une thématique qui correspondait un peu plus aux traditions puis au décorum de l'époque. Mais même s'il y avait des gens qui étaient de groupes qui faisaient de l'espagnol 15e siècle, ou etc., ben, tout le monde se rassemblait. Les passionnés de médiéval, même certains joueurs de GN, ils pouvaient arriver costumés au banquet, même si c'était des costumes un peu moins historiques, puis tout ça, on acceptait. Le but, c'était de faire un événement rassembleur. Puis généralement, durant la journée, on avait des tournois puis différentes activités à l'extérieur à petite échelle. Fait que ça peut être un tournoi de combat sans contact avec les épées, ce qui permettait au monde qui n'était pas nécessairement armuré ou protégé en fonction, pouvait quand même se mesurer les uns aux autres. Donc, on avait ces banquets-là. Puis sinon, par exemple, la science médiévale, on pouvait se déployer dans certains événements. Par exemple, en fin de semaine dernière, il y avait un événement quand même intéressant. C'est le Festival médiéval de Saint-Marcelin, donc près de Rimouski. C'est une grosse fête médiévale. Il y a de la joute, il y a des troupes de reconstitution vikings dans le coin qui vont faire des batailles. Il va y avoir une arène à pied où il va y avoir des démonstrations de combat. Donc, beaucoup de choses comme ça. Mais il va y avoir aussi un marché des événements, puis tout ça. Puis à la session médiévale, c'était des gros contrats où on allait, puis que on s'occupait de beaucoup de parcelles de l'animation. Fait que là-bas, j'allais me battre à l'épée en armure, ou on allait faire différents combats. On avait comme une histoire aussi entre des rivalités entre deux personnages, dont moi, j'étais l'écuyer d'ailleurs du chevalier, qui était comme
le héros dans cette histoire-là, puis l'autre jouait un peu le mécréant, tricheur, etc. Fait qu'il y avait des conflits entre ces différents personnages-là, puis là, ben, on se retrouvait dans des embuscades devant le public, où on parlait, puis qu'on se faisait attaquer par des brigands ou des choses comme ça. Fait qu'on faisait de l'animation de même. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de facettes à ça. T'sais, les événements plus internes, on se concentrait vraiment sur le fait de faire nos trucs, pratiquer nos choses, puis d'avoir du fun à essentiellement être un peu dans un contexte de jeu de rôle où on était dans un univers plus grandé dans le côté historique, bien que c'était plus souvent évocatif. On n'incarnait pas nécessairement des personnages qui ont existé, mais on essayait d'être visuellement proche de l'époque. Puis les autres événements, c'était plus devant public, fait que c'était moins fait pour être proche du réalisme, plus fait pour être proche du on veut que ça flash, que le monde voit ça, puis qu'il soit intéressé par la chose. Fait que ça, c'était un peu la nature des événements qu'il y avait à l'origine. Moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai éventuellement organisé un banquet qui était le banquet des Anglais. Puis on l'a en fait. Ah non, c'était pas le banquet des Anglais, c'était le banquet des écuyers. Fait que c'était tous les écuyers des chevaliers qui avaient organisé un banquet. Fait que la table d'honneur, c'était les différents chevaliers seniors qu'on avait en groupe, mais c'était vraiment les écuyers qui étaient maîtres d'œuvre. Puis je me rappelle, j'avais travaillé, je pense, pendant 4 jours avec des amis à m'isoler dans un chalet dans le bois avec les grosses cuisines qu'on avait, parce que c'était un camp scout. Fait qu'on avait les grosses cuisines, puis j'avais préparé des chaudrons de nourriture, tout ça. Puis on avait vraiment préparé beaucoup de stock. On avait travaillé très fort. On avait tout préparé le protocole avec l'horaire. On a fait l'événement le plus, accurate, là, le plus précisément historique sur un protocole d'un banquet comme ça. On avait travaillé vraiment fort, puis ça avait été un gros événement. Puis dans cet événement-là, ben justement, c'est là qui était drôle, c'est qu'une des personnes qui était venue, c'était une tripeuse de reconstruction historique, mais aussi de combat à l'épée. Puis elle est arrivée, parce que moi, je ne connaissais pas la scrimicie à l'époque, qui était une approche de combat à l'épée. Puis moi, ce qui arrivait, c'est qu'à la MQ, j'étais venu surtout pour le combat à l'épée. Puis moi, dans ma tête, c'est comme en étant écuyer d'un chevalier pour le jeu, j'allais avoir plus de temps avec, j'allais pouvoir plus me faire entraîner, tout ça. Puis, le chevalier que je servais était quand même très disponible, mais ça restait que, en général, les entraînements du groupe, c'était un entraînement un dimanche sur 2, on avait 1 heure de combat, puis c'était pas nécessairement le gros focus du groupe. Il y a beaucoup de combattants, mais ils sont plus dans certains sports dont je pourrais définir les différences autour. Puis c'était moins ce que je cherchais. Je cherchais un art martial plus réaliste, plutôt qu'un art martial plus orienté combat ou sport, je vais le dire comme ça. Spectacle ou sport, si je peux le dire comme ça. Puis c'est vraiment, c'est très représentatif en fait, parce que soit on avait le spectacle qui était en fait pour être show-off, ou on avait ce qu'ils appellent, moi j'en ai moins fait, là, j'ai joué un peu 1 ou 2 fois à me battre avec quelques-uns qui faisaient de ça dans le groupe. Ce qu'ils appellent le béour, que c'est vraiment du monde en armure au complet qui se tape dessus, puis tout ça, puis là il y a un système de pointage ou de victoire, mais que c'est pas nécessairement les techniques qui étaient utilisées dans du combat en armure à l'époque, parce que les techniques en combat en armure servaient à contourner l'armure pour tuer la personne, ce qui est pas très le fun dans un sport où on veut retourner travailler le lundi. Donc, moi, c'était moins mon truc. Je voulais vraiment plus apprendre à me battre avec des méthodes qui auraient fonctionné à l'époque, puis tout ça. Fait que ça, mais j'avais rencontré quelqu'un justement durant le banquet qu'elle a dit si tu veux en faire plus, il y a Gabriel Mayotte. Gabriel Mayotte étant le fondateur de la Scrimicie, qui donne des cours à Québec le mardi soir. Elle a dit tu le contacteras sur Facebook, puis tout ça, puis tu vas voir, il est super dadon. Fait que moi, je suis arrivé, j'avais contacté Gabriel, mais dans le temps, j'organisais une game de jeu de rôle les mardis soirs, fait que je n'étais pas disponible. J'ai demandé si on pouvait s'arranger autrement. Il m'a dit oui. Il dit si tu veux, il dit moi, j'ai de la place pour faire des entraînements chez moi, mais il habitait en bien creux en Beauce, fait que j'étais comme bon de l'époque, j'ai pas de voiture encore. J'ai dit bon, ça marchera pas. Je dis ben écoute, je vais faire ma place, je vais déplacer ma game du mardi soir à un autre soir, puis je vais venir m'entraîner les mardis soirs cet hiver. Fait qu'à l'hiver, je commence à aller là, puis je commence à m'entraîner, mais ce qui était drôle, c'est que c'était un autre groupe de reconstitution, en fait, comme un peu ce que je vivais avec l'association médiévale, parce que où ce que Gabriel donnait ses cours, en fait, c'était l'école d'escrime du 78e Fraser Highlander, qui est un régiment de reconstitution écossaise, qui est un régiment que les Anglais ont déployé, notamment sur les plaines d'Abraham. C'est un régiment de reconstitution qui vont faire du tir au canon, au fusil, etc., qui vont faire des démonstrations de différents éléments historiques puis tout ça. Sauf que les responsables du régiment disaient les soldats se battaient à la basket hilt écossaise, qui est l'épée à panier, puis avec d'autres armes. Fait qu'on voudrait que dans les démonstrations, nos soldats connaissent au moins les bases. Fait qu'ils organisaient une pratique à tous les mardis où certains des gars dans le coin pouvaient pratiquer leur drill militaire historique ou bien pouvaient se battre à l'épée. Puis les gens qui voulaient juste se battre à l'épée pouvaient payer pour aller là. Puis ça finançait le squad un peu pour leurs entraînements. Moi, je suis arrivé et j'ai rencontré Gabriel Mayotte là. Puis j'ai commencé à en faire en étant très sceptique au départ parce que j'étais entraîné dans une autre mentalité qui était très différente de ce qui se passe justement
dans un contexte plus réaliste. Fait que mon premier cours, j'étais pas très réceptif. Là. Aujourd'hui, des fois, j'en parle avec Gabriel, puis on rit beaucoup. Là. J'avais les bras croisés, puis il disait des choses, puis j'étais comme, ça se peut pas, ça marche pas dans la vraie vie, je vais vous montrer ça, tu vas voir. Fait que, puis essentiellement, dans cet entraînement-là, j'ai été pairé avec Laurent, qui est rendu un de mes collègues dans l'académie, là, qui travaille beaucoup. On a donné une semaine de formation ensemble, tout récemment d'ailleurs. Mais, puis il dit, bon, ben là, maintenant, tu peux aller te battre avec Laurent pour avoir compris ça. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec certains concepts d'entraînement qui avaient été énoncés. Je pourrais revenir là-dessus quand on sera rendu dans le plus précis. Mais essentiellement, j'ai passé au moins 1 heure à me faire exploser la gueule glorieusement. C'est là que j'ai dit, OK, ouais, je suis peut-être pas dans le même monde du tout. Là. Fait que ça avait été très formateur comme expérience, mais j'ai tout de suite accroché. Là. J'ai fait, OK, c'est plus ce que je cherche. Puis j'ai commencé beaucoup à m'entraîner là. Mais le Fraser, ça reste que pour eux, l'école d'escrime, c'était très secondaire. Là, c'était beaucoup plus un on veut qu'il y ait des bases. Fait que, il y avait peu d'escrimeurs sérieux ou présents. Puis donc, ça arrivait souvent qu'on était 2 ou 3 à s'entraîner, en fait, à se battre. Puis éventuellement, Laurent, qui était pas mal l'escrimeur le plus sérieux avec moi, mais Laurent, il a eu des études à l'étranger, fait qu'il est parti pendant 3 ou 4 mois en Europe. Puis je me suis littéralement retrouvé, à part quelques exceptions, qu'il y avait des visiteurs qui étaient de passage, à être seul avec Gabriel Mayotte d'un coup. Fait que je passais littéralement des soirées de 3 heures d'entraînement en privé avec le fondateur de ce style d'escrime-là. Puis Gabriel, c'est vraiment comme un ingénieur. Là, il y a une pensée d'ingénieur de dire OK, problème, solution, puis de développer des mécanismes autour. Fait que ce qu'il avait créé, c'était très solide, très intéressant. Puis là, c'était un excellent pédagogue et coach. Fait que là, il m'entraînait. Puis là, des fois, il y avait un visiteur qui était soit un ancien élève qui avait été là pendant 10 ans, puis qui avait une expérience énorme, qui venait au club. Fait que là, il me paierait avec lui, puis là, il m'envoyait me battre contre. Puis là, justement, je voyais mes performances augmenter de façon genre vraiment exceptionnelle et ahurissante. Fait que là, j'étais vraiment impressionné. Fait qu'éventuellement, c'est devenu mon focus là, par rapport au côté reconstitution. Je fais de la reconstitution parce que j'aimais le côté roleplay un peu, mais surtout, je voulais faire de l'épée. Puis je faisais beaucoup plus d'épée en ayant tous les semaines. T'sais, j'avais 3 heures à toutes les semaines au Fraser versus 1 heure aux 2 semaines à la session médiévale. J'ai continué à en faire pendant un temps, mais éventuellement, j'ai arrêté après un dernier Saint-Marcelin parce que c'était moins mon intérêt et tout ça. Fait que ça a été un peu l'orientation qu'il y a eu. Éventuellement, moi, j'ai tout été organisateur. Pendant cette période-là, j'organisais encore mes GN. Comme je dis, j'ai arrêté relativement récemment. Mais j'avais organisé un séminaire à l'île d'Orléans sur le terrain des scouts à Pointe d'Argentenay. C'était un séminaire extérieur en campagne. Puis là, j'avais invité le monde de la compagnie médiévale, qui est une école d'escrime à Montréal, puis du monde de d'autres groupes. Fait qu'on avait rassemblé plus d'une 40aine de personnes parce que Gabriel était quand même. Il n'y avait pas d'école à lui. Ça faisait longtemps que c'était derrière lui. Lui, il faisait juste coacher puis aider les gens qui s'intéressaient. Mais son nom était quand même bien connu. Fait que quand on a dit on organise un événement puis qu'il l'a mis sur Facebook, tout ça, ça s'est inscrit en masse. Fait que j'ai fait mon premier événement éventuellement comme ça. Puis dans la même période, j'ai débuté mon école, en fait, parce que comme Gabriel, lui, était pas du genre à avoir une école, que le Fraser voulait pas développer une école avec des cours vraiment, c'était plus une pratique de combo, ce que le monde se battait librement, puis Gabriel coachait. Ben, dans la même période, avec ma gang de GN, j'ai starté mon école d'escrime, en fait. Fait que j'apprenais quelques trucs une semaine, j'ai les enseignais en semaine. Fait qu'au début, c'était très, très, très amateur. Mais Gabriel, m'encourageait à me coachait, me supportait, il m'aidait, il révisait mes programmes de cours, puis tout ça. Puis lui, il dit, ben écoute, visiblement, tu as plus la base des affaires, puis le côté gestion de projet que moi. Fait qu'il dit, je suis bien content. Fait que quand on faisait des examens des élèves, il venait évaluer les élèves avec nous, puis tout ça. Puis progressivement, ben ça a grossi comme projet. Là. Puis on a continué à faire à tous les étés, comme tradition, jusqu'au COVID, le séminaire d'Argentenay, qui était notre événement en commun avec d'autres groupes. Éventuellement, on faisait venir des instructeurs, justement, de la compagnie médiévale pour donner les activités. Fait que là, ça a commencé à faire de quoi qui était réputé. Puis durant l'hiver, on faisait notre intergroupe, que c'était vraiment une journée de combat libre, mais où on invitait du monde de partout. Fait que là, on était des gens de notre école, puis des gens de l'extérieur à se taper dessus durant cet événement-là. Fait que c'était assez cool aussi, là. Donc, c'était un peu le début de l'aventure. Puis en fait, quand le COVID a frappé, ma réaction a été, j'étais rendu avec une école de près de 60 personnes à Québec. Puis là, j'ai dit, bon, ben, c'est vraiment cool, ça va bien. Puis le COVID frappe, ça nous force à fermer, puis tout ça. Puis autour du COVID, ben, c'est déjà un moment que moi, je travaillais dans l'entrepreneuriat comme directeur général pour des entreprises. Avant ça, j'avais été pour les scouts comme directeur général pendant quelques années, à la fin de quand même un bon moment à être à temps plein pour eux comme employé. Puis je me suis dit, ça y est, quand le COVID finit, puis que je reprends le travail, je vais faire les choses dans ce qui me passionne, puis tout ça. Puis j'ai décidé que justement, je voulais pas qu'après 2 ans de COVID, je sois juste forcé à reprendre où j'en étais. J'ai décidé qu'après 2 ans de COVID, je reprenais après 2 ans d'expérience de plus.
Fait que durant le COVID, je me suis mis à travailler sur le projet d'affaires de dire, OK, j'ouvre d'autres écoles. Fait que j'ai commencé à structurer, me rechercher des personnes dans le reste de la province pour les former, pour en faire des instructeurs compétents, pour être capable d'ouvrir d'autres points de service qu'on a appelés nos campus dans d'autres villes, fait que ce soit Gatineau, Alma et Trois-Rivières, etc. Puis au retour du COVID, c'est ça. J'ai fait un camp de formation durant l'été où une vingtaine de personnes avaient été rassemblées. Puis c'était pour la plupart des gens qui n'avaient jamais touché à des épées. Puis là, mon challenge, c'est j'avais 5 jours pour faire d'eux des personnes qui savent se battre bien à l'épée, qui sont compétents, puis qui vont pouvoir instruire l'escrime rendu dans leur ville à eux. Fait que ça avait été tout qu'un camp où on faisait des journées de 8 heures le matin à 8-10 heures le soir. Fait que c'était pas loin de 60 heures d'escrime pour ces gens-là durant la semaine. Là. C'était un très gros camp. C'était absolument magique là, comme première expérience. Puis on a formé ces gens-là pour les préparer justement. Puis à la fin de l'été, au début de l'automne, en fait, on ouvrait nos premières écoles. C'était catastrophique. Là. Personne ne voulait rien faire après le COVID. Fait que, par exemple, sur mes 10 écoles au Québec, j'avais 57 élèves au total, alors qu'avant le COVID, à Québec, j'avais 63 élèves. J'étais un peu découragé parce que ça venait de coûter énormément d'argent, puis là, ça ne décollait pas. Mais éventuellement, on a bien vu que c'était le temps là, qui faisait ça. Parce qu'aujourd'hui, l'école à Québec a repris pas mal plus du poil de la bête. On est plus proche des chiffres qu'on avait avant. Puis j'ai plusieurs écoles là, qui sont dans le... C'est tout le temps en croissance tranquillement, vu que la plupart sont jeunes. Mais j'ai plusieurs écoles qui sont dans le 10-15 participants maintenant dans la province. Là. Donc, ça a grossi à ce niveau-là. Puis là, maintenant, on fait beaucoup de camps. Justement, je reviens. Hier, je terminais un camp de 5 jours là, que c'était pour les athlètes plus avancés. Puis c'était notre camp de perfectionnement où ils ont été 5 jours dans le bois à se battre à l'épée, à avoir des exercices à tous les jours, d'être filmés, d'analyser leurs vidéos, d'apprendre à comprendre des trucs en combat, puis tout ça. Donc, ça a été un peu vers là que ça allait. Aujourd'hui, je fais 4 camps de 5 jours par année, 4 séminaires d'une fin de semaine. Fait que les événements abondent. Puis en plus, ça comptait toutes les activités de visibilité qu'on fait. Par exemple, il y a la Corriveau en fin de semaine, samedi prochain. C'est le Fraser qui est là, mais comme le Fraser n'a plus de spécialiste en armes, c'est moi, vu nos liens initiaux, qui va donner la démonstration d'armes avec un des sergents du Fraser qui est élève à notre école au passage, qui continue à être actif comme escrimeur. Mais que je fais la démonstration là-bas devant le public. Fait que ça va faire au passage connaître l'école puis tout ça. Fait qu'on est souvent présent dans des GN, dans des festivals médiévaux. On est au Salon de la Passion médiévale où ce qu'on a justement un kiosque où ce qu'on parle de nos produits, nos promotions. Puis on a une arène à côté où ce qu'on fait essayer aux gens le combat pour voir s'ils aiment ça puis qu'ils veulent profiter de la promotion. Fait que on est très, très structuré et très présent en grandeur de la province en général pour justement faire connaître ce sport-là qui est encore trop peu connu. Là, on arrive avec l'académie, mais avant qu'on parle d'académie, on parle de combat depuis tantôt. Puis ceux qui ne sont pas habitués à cet univers-là pourraient penser que quand les gens se battent, ils se battent avec des vraies armes. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Non. En fait, c'est là que c'est important. Si je reste, parce que c'est infiniment de tours d'horizon à mesure qu'on creuse ou qu'on s'approche de trucs. Mais en fait, ce qui est arrivé, puis que certaines personnes qui sont peut-être plus des vieux de la vieille qui en entendent parler, souvent, ce qui était dit comme terme, moi, quand j'ai commencé, par exemple, c'était le terme qu'on entendait le plus souvent. On disait live blade parce qu'on parlait de se battre avec des vraies épées. La réalité, c'est que ça n'a jamais été vrai. OK? Pas grand monde qui s'est battu avec des vraies épées dans l'histoire de ce sport-là parce qu'une épée, c'est tranchant, c'est donc dangereux, particulièrement de facto. Puis la plupart des groupes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se battaient avec des armes qui ressemblent à des épées, mais qui ne sont pas affûtés premièrement. Puis pourquoi je dis des armes qui ressemblent à des épées, c'est que si on va dans des sports comme le BO, justement, je disais qu'ils se battent en full plate, ils se battent avec des hallebardes, des épées, mais c'est toutes des armes qui sont non seulement non tranchantes, anyway, puis deuxièmement, qui sont généralement beaucoup plus lourdes que des vraies épées. Donc, c'est des plus, moi j'aime bien dire des sword-like things, donc des armes, des trucs qui ressemblent à des épées ou autres armes médiévales. Puis, ces outils-là sont tellement pesantes, mais à l'époque, on n'avait pas encore nécessairement accès au spec d'une vraie épée parce que il n'y avait pas vraiment. Déjà, au Canada, on est en retard sur l'Europe beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'armes historiques dans nos musées. On n'a pas eu de Moyen-Âge ici. Donc, il a fallu que ça commence à développer un intérêt et qu'Internet le répande. Donc, ça a été vraiment comme courant années 90 que l'intérêt s'est levé, puis ensuite de l'année 2000. Mais essentiellement, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, en escrime historique, comme ce que je fais, ou en arts martiaux historiques européens, ce qu'on fait, c'est comme maintenant, on a des outils d'entraînement en métal. Donc, ça va être des épées qui vont être faites pour avoir un poids, un ballon réaliste, mais elles sont optimisées pour l'aspect sécuritaire et sportif. Fait que, également, un peu à l'instar de ce qu'on voit en escrime moderne, que quand ils piquent l'épée, elle plie.
énormément, puis la pointe est arrondie, ben, par exemple, nos épées à 2 mains ont une pointe arrondie pour justement ne pas percer, puis l'arme est plus épaisse pour ne pas trancher. Ce faisant, le tranchant est moins large pour compenser le poids, parce que une arme tranchante, le fil va être très mince. Tu sais, j'aime souvent dire quasiment comme une feuille de papier. Mais ce faisant, ça fait qu'il n'y a pas épais de métal. Mais si je veux que l'épée ne tranche pas et ne blesse pas, il faut que je la mette épaisse, peut-être plus comme 2 ou 3 mm d'épaisseur. Mais à cette épaisseur-là, elle deviendrait lourde si elle était de la même largeur qu'une lame. Fait que la lame va être moins large, mais plus épaisse. Donc, elle garde le même poids, le même équilibre, mais elle devient sécuritaire parce qu'elle ne peut plus trancher. Donc, on ne se bat pas avec des vraies armes au sens où les armes qu'on a sont faites pour être le plus réaliste possible en termes de manœuvrabilité, de maniement, tout ça, mais elles ne sont pas tranchantes et elles ont un format un peu différent pour permettre une pratique sécuritaire. Ça, c'est quand on se bat à l'acier, en fait. Parce que, ben, comme nos ancêtres se battaient au bois dans le temps quand ils voulaient s'entraîner, ce que j'ai fait pendant un bon moment avant qu'on ait des technologies meilleures que ça, les épées que mes débutants, puis même beaucoup de mes avancés vont utiliser, c'est ce qu'on appelle des épées en résine de nylon. C'est une manière fancy de dire des épées en plastique. Mais essentiellement, les lames sont en plastique. Là, sont plus faites dans les mêmes proportions qu'une épée réelle, mais comme le plastique est beaucoup plus léger, on fait une lame très épaisse. Ça peut quasiment ressembler aux épées de mousse là, qui ont une lame quand même épaisse là, d'un truc de GN. Mais encore une fois, elle est faite pour plier si on est stock. Fait que si jamais je pointe quelqu'un et je le frappe de la pointe de l'épée dans la cage thoracique pendant qu'elle avance, ben, l'épée peut plier quasiment jusqu'à 90 degrés pour absorber le choc. Mais la garde de l'épée va être encore en métal, le pommeau, donc le contrepoids au bout de la poignée va être encore en métal. Donc, on a encore une fois des outils qui ont un poids très réaliste et un équilibre très réaliste pour permettre un entraînement qui se rapproche des vraies choses, mais que c'est fait pour être sécuritaire avec des protections limitées. Donc, c'est pour ça que on ne se bat pas avec des vraies épées au sens le plus précis du terme, mais on se bat avec des vrais outils d'entraînement faits pour être le plus réaliste possible et représenter le mieux possible des vraies armes afin qu'on soit ce qu'on fasse soit le plus réaliste. On arrive à l'académie. Donc, les gens qui s'en vont là, à quoi qu'ils doivent s'attendre? Mettons, moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'univers médiéval, mais j'en entends parler, puis j'ai le goût d'essayer. Quand je rentre là, à quoi il faut que je m'attende? Ben, nous, ce qu'on essaie d'offrir, en fait, c'est on veut être une école d'arts martiaux qui se veut quand même le plus sérieux possible. Fait qu'on n'est pas là pour. Ben, on va dire souvent, on est là pour jouer avec des épées parce qu'on reste tous des grands gamins qui s'amusent avec des épées. Sinon, je pourrais aller faire n'importe quel autre sport. Mais ce qu'on veut quand même, c'est être un art martial sérieux, c'est-à-dire qu'on veut que ce que les gens apprennent fonctionne. Ce qu'on veut ensuite, c'est que ça leur apporte de quoi dans leur vie parce que on s'entend que c'est peu probable que j'aille à me battre en duel à l'épée aujourd'hui. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir une approche qui va vraiment les aider avec tout l'aspect stratégique, gestion de problèmes, etc. Donc, les gens apprennent à être très critiques et analytiques face à ce qui se passe parce que justement, ce qu'on veut, c'est qu'ils voient un problème, qu'ils envoient les composantes puis qu'ils apprennent à le gérer. Puis, ce qu'on veut, c'est que ça soit un sport. Donc, on veut que les gens bougent d'une manière qui est plaisante. On s'entend que, en tout cas, si je me prends comme exemple, je voulais bien être en santé, mais comme geek, aller pousser de la fonte dans un gym ou jouer au soccer, ça ne m'intéressait pas vraiment. Quand j'ai commencé à savoir que juste jouer avec des épées, ça pouvait me faire bouger autant, j'ai réalisé que j'avais trouvé le sport pour moi. Donc, comment que ça marche? Admettons justement un nouveau qui va venir, ben, une fois que tous les trucs de base, genre réserver son cours d'essai, sont faits, les gens vont venir à leur premier cours. Puis le début du parcours, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un programme qu'on appelle, un module d'initiation. Donc, on fait venir les élèves généralement par batch. Là, à tous les mois, on réintègre quelques nouveaux dans nos cours avant de les envoyer dans les plus avancés. Puis le cours d'initiation, ben là, on va montrer les bases. Le premier cours, on va vraiment montrer comment parer des coups, comment donner des coups un peu de base. Le deuxième cours, on va montrer des attaques un peu plus sérieuses. Le troisième, puis une défense un peu plus avancée. Au troisième cours, on va commencer à montrer des éléments stratégiques de base pour que les gens comprennent comment un duel se produit. Puis au quatrième cours, on va vraiment être un peu plus dans la stratégie. Donc, juste pour leur dire, voici à quoi tu dois penser. Mais on a une philosophie très pratique, c'est-à-dire que oui, on fait des exercices pour enseigner les mouvements et tout ça, parce qu'en effet, il faut que les gens aient une base. Mais dès le premier cours, nos élèves vont se battre au moins 15 à 45 minutes de combat. Ils vont se battre avec la compétence qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose à ce niveau-là. Mais on a vraiment une philosophie qu'on veut que les gens soient dans l'action, se battent pour prendre de l'expérience de combat le plus tôt possible puis voir ce qui se produit. Puis à mesure que nos cours avancent, les gens prennent plus de compétences. Donc, si après leur premier cours, ils ont aimé ça, ben là, ils peuvent s'inscrire parce que les gens ont droit à un cours d'essai gratuit. Donc là, ils peuvent s'inscrire. On a différentes approches là, pour l'inscription selon le niveau de commitment puis d'intérêt de la personne.
Puis ensuite, comment que ça fonctionne, en fait, c'est que à tous les mois, on a des thèmes qui sont complémentaires les uns aux autres. Fait que les thèmes, en fait, ce que j'aime dire, c'est des modules pour une compétence. Fait que, par exemple, l'élève qui a fait son cours d'initiation, ben après ça, va rejoindre les avancés dans le groupe. Puis là, dans les personnes qui ne sont pas en initiation, ben là, ça se peut que ce mois-ci, on travaille sur la feinte. Fait que là, les gens vont apprendre à feinter, à faire différentes manœuvres de feinte pour piéger leur adversaire. Ça se peut qu'un autre module, ce soit, par exemple, la riposte, donc comment frapper après avoir paré un coup. Donc, ils vont voir certaines ripostes. Ça se peut qu'un autre, ce soit le corps à corps. Voici comment combattre, lutter, désarmer avec l'adversaire pour enchaîner les assauts, puis tout ça, puis comment se rendre à proximité sans se faire frapper. Ça se peut qu'il y ait un autre module, c'est le combat à longue portée. Voici comment faire des estocs avec la pointe, comment frapper dans les mains de l'adversaire sans se faire toucher en retour, etc. Donc, chaque thème va être une approche ou un élément du combat pour créer un coffre à outils très large. Donc, les gens, dès qu'ils ont fait leur initiation, ont les compétences de base pour pouvoir embarquer dans une arène puis se battre s'ils veulent. Mais, puis dans les cours, on les fait se battre. Mais plus les cours, les modules avancent, en fait, plus les élèves ont des compétences approfondies différentes. Fait que quand un élève sait feinter, ben, il est bien plus optimal en combat. Quand un élève sait mieux se défendre sur certains aspects, il va être plus optimal. Puis là, on montre éventuellement même des modules sur comment combattre des gens de d'autres styles de combat que le nôtre. Donc là, on va aller montrer des stratégies par rapport à des actions que d'autres personnes font. Fait que on a plus d'une trentaine de modules, dont certains modules plus spécifiques comme comment se battre à la targe écossaise, au bouclier de poing. On a un module sur le combat à la lance. On a un module sur le combat en armure, où ce que là, on va faire ajouter des armures par-dessus l'équipement d'escrime médiéval qu'on porte. Puis là, on leur apprend justement à aller frapper dans les failles de l'armure, parce que contrairement, mettons, au BO, justement, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus avoir un combat qui est orienté sur le réalisme. Fait que si on fait combattre les gens avec des armures par-dessus leur équipement, on ne va pas leur montrer à frapper sur l'armure pour que ça fasse du bruit puis se carrer des points. On va leur montrer au corps à corps, se rendre très proche, sortir sa dague pour contourner le casque d'armure ou contourner l'épaulette pour aller faire une touche à l'endroit qui est important. Ça, c'est plus rare parce que notre thème principal, quand tu dis à quoi s'attendre, on est beaucoup plus dans le combat sans armure. Donc, on est vraiment... Notre équipement d'escrime nous protège très bien. Là, c'est quand même des vestes épaisses avec des gants, avec des coquilles de plastique pour éviter qu'on se blesse aux doigts et tout ça. Mais notre équipement vise à simuler du combat sans armure. Puis si on décide qu'on veut faire du combat en armure, on garde cet équipement-là puis on va rajouter l'armure par-dessus. Puis là, le but, ça va être d'aller toucher l'équipement en dessous qui représente l'absence d'armure, mais les protections quand même. Donc, tu sais, on a vraiment... C'est très vaste et infini tout ce qu'on peut faire parce que le contexte d'un combat historique à l'époque variait déjà selon les époques, selon les armes, selon beaucoup de choses. Fait qu'il y a énormément à couvrir. Puis il variait énormément aussi selon le sujet. Tu sais, si on veut représenter du combat de champ de bataille versus du duel judiciaire ou du combat en armure, justement, qui peut être autant judiciaire que de champ de bataille. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on essaie de faire un système où les gens, ce qu'ils apprennent, sont capables de l'appliquer, peu importe le contexte. Fait que, généralement, nos élèves qui vont avoir appris juste à se battre à l'épée avec nous, parce qu'on fait beaucoup plus d'épée de main, épée de main, comme tu as soulevé au début. Mais la réalité, c'est que nos gens qui font de l'épée de main et qui ont une certaine expérience peuvent prendre une hallebarde, par exemple, comme arme, puis ils vont être capables de très rapidement s'ajuster parce qu'on montre beaucoup plus pourquoi on utilise les techniques pour se battre plutôt que juste montrer les techniques. Donc, c'est pas par la répétition de techniques que nos élèves deviennent vraiment bons, mais par la compréhension des principes fondamentaux derrière. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens soient bons en stratégie pour être capable de piéger leur adversaire, le leurrer, tout ça. Fait qu'un élève, ce qui peut s'attendre, c'est vraiment des cours avec des thèmes différents tous les mois pour approfondir différents aspects du combat. Puis ce qu'on veut aussi, parce qu'on favorise non seulement qu'il y ait des combats dans leur cours réguliers pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans le cours, mais on a aussi tout le temps un soir de pratique libre supervisée. Donc, les élèves vont au cours ce soir-là, mais en fait, il n'y a pas de cours. C'est juste les gens s'équipent puis se battent toute la soirée. Puis à ce moment-là, ben, si moi, je suis plus un tripeux d'épée de main, ben oui, dans les cours normaux, je vais faire de l'épée de main, de l'épée de main. Mais dans mon soir de pratique libre, si je veux, je peux me battre qu'avec des gens qui veulent faire de l'épée de main parce que c'est ça que je veux qu'ils deviennent mon arme de prédilection. Des élèves plus avancés dans les soirs de pratique libre vont se battre à l'épée d'acier. Fait que là, on va voir des gens se battre à l'épée de main en acier. On va voir des gens se battre au sabre de cavalerie ou au sabre d'officier du 17e siècle, 18e siècle, ou la basket hilt écossaise comme elle était utilisée, c'est pleine, ou juste des armes comme la rapière ou des épées plus anciennes, ou même des fois du combat au poignard. Donc, il va y avoir différentes personnes. La plupart des gens vont quand même rester beaucoup plus autour de l'épée de main conventionnelle parce que c'est le pain et le beurre de l'escrime ancienne, c'est ce qui est le plus emblématique. Mais il va y avoir beaucoup d'autres éléments qui vont se faire autour de ça. Donc, ça fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si toi, tu as des questions ça plus prend, tu sais, on parle de plusieurs cours.
mettons une personne qui veut se spécialiser, d'abord, un cours dure combien de temps? Nos entraînements réguliers sont de 2 heures. Donc, le cours est 2 heures, la pratique libre est 2 heures. À Québec, comme on a un plus gros groupe, plutôt que de diviser le monde en différentes pratiques libres, on fait la pratique libre de 6 heures à 10 heures. Fait que les gens peuvent venir sur une plage plus large, donc ils ont accès à un 4 heures, puis ça fait qu'on évite qu'il y ait un moment de pointe de 2 heures, puis qu'on n'ait pas assez de place pour tout le monde pour se battre. Mais autrement, c'est vraiment 2 heures. Puis on a des cours le jeudi aussi, le 2 heures. Dans le fond, on a lundi soir de cours, jeudi de cours, puis mardi de pratique libre à Québec. Les autres écoles, comme ils n'ont pas des locaux permanents, forcément, puis qu'on loue plus des gymnases ou autres, ils vont avoir 2 soirs, le soir de cours, le soir de pratique libre. Donc, on est vraiment dans un 2 heures de cours. On va avoir un petit peu de réchauffement ou d'exercice technique au début. Ensuite, on va avoir la matière, puis on va jamais viser d'avoir autour de 30 minutes de combat ou de simulation de combat pour pratiquer ce qui a été vu dans le cours. Alors que la pratique libre, c'est vraiment au choix. Mais est-ce que tu as plusieurs types de cours? Parce que, si, mettons, moi, je veux me spécialiser. Parce que, bon, quand on parle d'un art martial, tu vas avoir, mettons, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture noire, et ainsi de suite. Bon, tu as un niveau d'évolution. Est-ce que c'est la même chose pour vous autres? Est-ce qu'il y a un niveau d'évolution? Est-ce qu'il y a des gens qui... Parce que, tu sais, mettons un exemple, tu as 50 ou 60 personnes, ils ne vont pas toutes rentrer en même temps. Comment tu fais pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce que tu as un cours qui dit, bon, ben, toi, aujourd'hui, on va t'apprendre tel type de cours, toi, on va t'apprendre tel type de combat, toi, on va t'apprendre tel type de combat. Est-ce qu'il y a une évolution qui se fait ou c'est juste, on se spécialise dans le combat en général? On est vraiment plus dans le combat en général, vu qu'on va être dans la stratégie pour créer l'adaptabilité des combattants. Par contre, on a des mécanismes de mesure des compétences d'évolution puis tout ça, ce qui fait qu'on sait individuellement où en sont les élèves. Par contre, on croit beaucoup au fait que les élèves, comme l'équipement vient protéger puis tout ça, on croit beaucoup au fait que les élèves doivent s'affronter entre eux de différents niveaux. Donc, en fait, un nouvel élève, une fois qu'il a fait ses cours d'initiation, va embarquer dans les modules de cours réguliers. Fait que on n'a pas vraiment de notion avancée débutant dans le sens qu'on ne les sépare pas parce que ce qui va arriver, c'est que ce qui fait qu'un avancé est bon, c'est qu'il va avoir fait pendant plusieurs années les différents modules. Donc, par exemple, il va avoir fait plusieurs fois le module de la feinte, fait qu'il est rendu qu'il maîtrise très bien le sujet de la feinte, mais ça se peut qu'il ne maîtrise pas bien le sujet du corps à corps, par exemple. Fait que j'ai des avancés qui sont très bons, mais ils sont mauvais en corps à corps. Inversement, j'ai des nouveaux que le corps à corps, ça a cliqué. Fait qu'en fait, le module de corps à corps sont très bons. Fait que s'ils survivent aux feintes du combattant de la feinte puis qu'ils se rendent au corps à corps, ben, ils peuvent désarmer leur adversaire puis quand même gagner la manche. Fait que selon les habiletés initiales de la personne, leur forme physique, etc., différents aspects du combat vont mieux coller que d'autres. Ce qui fait que c'est quand même surprenamment équitable. Bien sûr que, tu sais, moi, que ça fait 10 ans que j'en fais en scrim ici, ou Laurent, que ça fait 16 ans, ben, c'est sûr et certain que si on décide qu'on se met en mode on gagne le combat puis on n'est pas en train de juste pratiquer des choses pour le fun, ben, c'est sûr que c'est très probable qu'on batte la majorité du temps nos adversaires. Mais l'approche qu'on enseigne est vraiment très orientée à ne pas garder de secret. En fait, il y a beaucoup d'arts martiaux c'est comme ils vont garder des choses vraiment importantes pour plus tard ou même pour la ceinture noire. Ça fait qu'un combattant qui commence puis qui en fait va être peu équipé avant très longtemps. Nous, si ça, on considère que c'est la chose la plus importante pour te rendre compétent, on va te la montrer dès le début. Fait qu'on est beaucoup plus dans la situation de ce que j'aime bien dire, c'est du 80-20, c'est-à-dire qu'on veut faire peu d'efforts pour énormément de résultats. Donc, nos élèves, généralement, deviennent très compétents dans la première année. Puis là, c'est là qu'on voit en fait les vrais combattants sérieux, ceux qui sont prêts à travailler fort pour rendre leur base bien meilleure, puis qui sont prêts à aller chercher les détails de plus avec les camps, les séminaires, puis les choses qu'on fait, parce que c'est là qu'on se distingue vraiment. Donc, un élève peut devenir très... Tu sais, moi, je vous dirais... Souvent, même après une session de 12 semaines, un élève qui a été sérieux, assidu, qui a fait ses pratiques libres, qui a fait ses 3 modules de cours dans sa première session, donc dans la première période, admettons l'automne, va généralement être un adversaire déjà redoutable à combattre. C'est-à-dire que je vais être capable de le battre facilement si je suis très sérieux pour le combattre, puis que là, je prends la peine d'observer ses défauts, les endroits où il n'y a pas de compétences, parce que ce qu'il va savoir faire, il va être en masse équipé pour être capable de tenir tête à n'importe quel duelliste. Fait que, la réalité, c'est qu'un combat qu'on représente être un combat à mort sans armure, c'est très dangereux, c'est très facile de faire des erreurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Fait que dans la simulation, en fait, ce n'est pas rare, au contraire, qu'en fait, les deux combattants vont s'entretuer, tout simplement. Parce qu'il faut être vraiment assez fort, en fait, pour empêcher un adversaire moins compétent puis un peu plus imprudent parce qu'il manque d'expérience de provoquer une touche, même si c'est assez dépend. Donc, c'est très difficile. Là. Le challenge est vraiment là.
On dit souvent que c'est pas dur de toucher l'adversaire. Ce qui est dur, c'est de toucher l'adversaire sans mourir dans le processus. Puis c'est là que, justement, les combattants les plus expérimentés se distinguent, c'est qu'ils sont de plus en plus capables à éviter d'être touchés dans le processus. Comment est-ce que ça coûte à peu près un cours? Ben, nous, de la manière qu'on marche, en fait, on fonctionne avec en fait une inscription annuelle. Un nouveau peut s'inscrire une première session, ce qu'on appelle fondation. C'est, admettons, justement, toi, tu dis j'aimerais ça venir en faire, mais je ne suis pas sûr si je vais aimer ça. Mais comment que ça fonctionne? C'est que ça va être 300$ pour les 12 premières semaines de cours. Puis ça va inclure une fin de semaine de camp en plus. Puis dans ces 12 semaines-là, ben, on va te dire tu as ton cours régulier, puis tu as ton soir de pratique libre. Donc là, c'est le temps de voir si tu aimes ça. Après ça, si tu aimes ça, nous, comment on marche, c'est c'est une inscription à l'année. On a 2 approches à l'inscription à l'année. On a ce qu'on appelle le programme régulier, c'est 1250 pour l'année. Puis on a ce qu'on appelle le programme premium, qui est 1400$ par année. La différence entre les deux est assez simple. En fait, c'est qu'en régulier, tu as juste l'équipement qu'on prête dans les cours, c'est-à-dire qu'on prête quand même les masques d'escrime, on prête les gants, on a des gants de protection qu'on prête parce que les doigts, c'est sensible. Puis on prête, bien entendu, les épées, les simulateurs d'épées en résine de nylon. Fait que c'est en masse pour travailler, mais si quelqu'un veut aller plus intense en étant régulier, il va avoir besoin de s'acheter sa veste de protection. Fait qu'il y a des investissements à faire à mesure. En premium, ce qu'on fait, c'est qu'on charge un peu plus cher, mais on fournit la location de l'équipement complet de protection. Donc là, la personne va avoir des vestes, une meilleure paire de gants encore, des pantalons de protection, un gorgerin, un couvre-casque pour rendre son casque encore plus renforcé, tout ça. Donc, les gens qui veulent vraiment se battre plus intense que juste genre pas mollo, parce que tu peux te battre très bien avec juste les gants, le masque et tout ça, mais c'est sûr que si tu veux que tu retournes avec des bleus chez toi le soir, ben, les gens qui veulent y aller plus intense ou éventuellement veulent faire de la compétition, mais premium, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas mal l'équipement au complet pour le faire. Puis ça permet de vivre l'escrime à une plus grande intensité. Fait que généralement, les gens s'inscrivent premium plutôt que régulier, sauf s'ils ont déjà acheté du matériel ou sont en train de s'acheter leur matériel. Puis dans notre format à l'année, on inclut tous les camps, tous les séminaires. Fait que, pour donner une idée, quelqu'un de l'extérieur, tu dirais, le camp de 5 jours qu'on vient de faire là, on avait jusqu'à une vingtaine de participants. Ben, ce camp-là, quelqu'un de l'extérieur, mettons, tu dirais, hey, je veux juste faire ce camp-là, je veux un 5 jours intensif d'immersion, puis après ça ressort. Ben, le camp, il est 600$. On en fait 4 par année. Ben, l'élève qui est inscrit à l'année, on lui donne les 4 camps de 600$ gratuits, plus le reste. Fait que, c'est vraiment pas très cher parce que, dans le fond, on se retrouve qu'avec les 4 camps de 600$, les 4 séminaires d'une fin de semaine qui valent 120$, plus les 3 sessions de 12 cours qu'on a dans l'année, ben, on se retrouve que la personne rentre bien dans son argent. Notre philosophie, c'est que plutôt que vouloir faire le maximum d'argent sur tous ces événements-là, c'est de dire on veut un élève sérieux qui s'inscrit puis qu'on va avoir l'année au complet puis qu'on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Fait que c'est sûr qu'une fois que la fondation de 12 semaines est faite à 300$, ben, t'arrêtes ou tu t'inscris pour vrai. Ouais. C'est pas mal notre philosophie. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre. Mais par contre, on permet aux gens de financer l'inscription sans intérêt rien, mais en splittant sur les 12 mois parce qu'on comprend qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de mettre 1500$ à la table d'un coup sec comme ça. Fait qu'on est humain puis on le sépare de même. Ça donne une chance à tout le monde, mais c'est l'approche qu'on a. Oui, surtout qu'avec la situation présente où est-ce que tout coûte plus cher, on s'entend, toi puis moi, que tout ce qui est, entre guillemets, passe-temps passe après la nourriture. Donc, c'est sûr que ça... Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'aussi, on va être dans une philosophie de dire on veut que la personne qui va payer avec nous n'aille pas se casser la tête bien que le reste. Ouais. Quelqu'un qui va dire je m'inscris en premium, elle n'a plus à penser à du matériel, elle n'a plus à penser à s'inscrire à des camps, elle n'a plus... Tout est couvert. Au final, à la fin de l'année, ben, tu regardes pour un peu plus que 100$ par mois dans le cas du premium à 1400$. Ben, la personne est occupée en loisir pour une quantité astronomique d'heures si elle le veut. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on recherche des participants qui sont quand même plus sérieux que moins sérieux, mais ça reste que des gens qui veulent en faire plus pour le loisir. Ils se retrouvent quand même avec un bon prix d'activité, puis ils vont quand même être dans une situation où ils vont en avoir pour leur argent, puis des gens plus casual peuvent en masse venir s'entraîner et avoir du fun, puis ils vont juste très bien progresser. Mais c'est sûr que notre focus, c'est si j'étais un combattant au Moyen-Âge, est-ce que je survivrais de ma carrière si je m'entraînais comme ça? Ouais. Puis à partir de là, notre approche est vraiment basée autour de ça, d'amener les gens à être le plus efficace et performant possible. Puis ben, au passage, ben, ça crée une bonne forme physique. Là, parce que ce que j'aime souvent dire, quelqu'un me dit je vais être moins fatigué à faire des cours un jour, je dis non. Parce que plus tu es en forme, plus tu te bats intense, plus tu te bats intense, plus tu es en forme. Fait que, je veux dire, je suis aussi fatigué, sinon plus qu'à l'époque que j'ai commencé, et pourtant, je suis bien plus en forme et en santé que dans le temps.
Donc, ça, c'est quoi qui est intéressant. Puis les gens, même les gens qui n'aiment pas le sport, en fait, se surprennent après à quel point ils peuvent avoir bougé, avoir été fatigués, épuisés. On va même dire le mot que des fois les gens ont peur, mais à quel point ils peuvent avoir sué à la fin d'une soirée parce que c'est très intense. Mais le sport n'est pas un effort en soi à faire parce que comme on aime le combat à l'épée, qu'on aime jouer avec les armes, ben en le faisant, ça se fait tout seul. Je pèse mouillé 110 livres. Si j'arrive à tes cours puis que je me tape un gars de 300 livres, j'ai-tu des chances ou bien je vais me faire ramasser puis je risque d'être laminé dans le mur du fond de la pièce? La question est vraiment importante en fait parce que beaucoup de sports de combat vont avoir des catégories de poids puis tout ça. En escrime historique, ben, j'aime bien dire, une arme, c'est un très bon équilibrateur. Que tu pèses 300 livres ou 110 livres, si tu te fais trancher un bras, c'est dur de se battre. Donc, c'est beaucoup moins important le poids puis tout ça, à un point tel que, bien que là, il commence à assez de monde qu'il y a des gens qui le font, généralement dans les combats, mais même dans les compétitions, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Okay. C'est rare qu'on puisse permettre ça dans un sport de combat parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup dans la performance physique, mais dans la stratégie. Parce que la réalité, c'est que j'ai beau être hyper explosif, hyper rapide, le fait de te toucher ne te fait pas te désintégrer, moi que j'aime bien le dire. Fait qu'en combat, c'est qu'il faut apprendre à toucher l'adversaire sans être touché en retour parce qu'il y a un temps qu'on considère que c'est rare qu'un être humain meure paralysé. Mm-hmm. À l'instant, on a assez d'informations sur les combats à l'époque que les gens pouvaient se faire traverser le cœur puis continuer à se battre pendant une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes à l'épée, que juste dire « Hey, je vais être rapide, je vais toucher en premier, je vais gagner », c'est la pire erreur qu'on peut faire en escrime historique parce que justement, il y a un coup de retour au moins sûr qui se fait. Ce qui fait que donc, tout ce qui est performance physique traditionnelle n'a pas d'importance. Fait que tu pourrais avoir un gorille de gym à 300 livres qui a une explosivité de malade dans ses jambes, qui est super fort. Ben, c'est cool. Au pire, tu vas te suicider en attaquant en premier sans te protéger, puis tu vas te manger un coup d'en face après, puis vous allez avoir tous les deux perdus. Donc, en fait, on est beaucoup plus dans la stratégie. Je dirais le plus gros changement, en fait, c'est pas tant le poids et la force physique que la grandeur est impactante. Parce que la portée des bras peut permettre de frapper l'adversaire et de rester hors de portée plus facilement. Fait que moi, par exemple, que je suis quand même plus dans un 5 pieds 9, 5 pieds 10, que je suis très taille moyenne, mais quand j'affronte des athlètes de 6 pieds 6, là, j'en ai un élève, il fait 6 pieds 6, 3/4. Je vais travailler fort pour me rendre à lui, alors que lui, il a rien qu'à me regarder puis il m'a déjà frappé. Ouais. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Fait que souvent, quelqu'un qui fait 110 livres mouillés, ben, est potentiellement plus petit, fait que ça fait plus de travail. Mais encore là, c'est juste que ces gens-là, il va falloir les gens plus petits versus les gens plus grands. Il faut leur apprendre à avoir une meilleure défense pour qu'ils soient capables de parer des coups et survivre à la traversée du no man's land, qui est la distance entre eux et un géant. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'impact. C'est sûr que si je fais 110 livres, puis je m'emballe dans le gars de 300 livres, peut-être que je ne prioriserai pas le corps à corps. Tantôt, mais le corps à corps, c'est souvent le dernier recours du combat à l'épée. Donc, j'aime bien dire que si c'était cool de se battre en lutte, etc., on n'aurait pas inventé d'armes. Ouais. Donc, généralement, les gens se font toucher avant ça. Fait que une personne qui va être un peu moins forte physiquement ou moins massive, ou etc., ou moins explosivité, je vais lui montrer beaucoup plus à se battre, comment tenir son adversaire à distance, comment le piéger, etc. Puis on a donc des gens de toute corpulence. Là. Un de mes excellents élèves hier qui, d'ailleurs, performait très bien, même en corps à corps, fait 5 pieds 2,5. Fait qu'il est tout petit. Puis pourtant, tous les gens vont reculer quand ils vont le voir avancer. On en parlait tantôt, puis je trouvais que c'était un point intéressant. Les femmes, parce que, tu sais, la première réaction qu'on va avoir, on parle combat, automatiquement, c'est une affaire de gars. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes probablement qui doivent participer. Est-ce que, encore là, tantôt tu le disais, là, dans les compétitions, c'est hommes-femmes mélangés. Est-ce que c'est difficile pour une femme? Mettons une jeune femme voudrait commencer à pratiquer au combat, autre chose comme ça. Même chose comme moi, elle pèse 110 livres. C'est-tu quelque chose de compliqué ou elle a exactement les mêmes proportions que ce qu'on parlait tantôt pour la grandeur et la rapidité? C'est vraiment plus... OK, on s'entend que c'est une discussion qui est très épineuse, puis moi-même, ma conjointe, on s'est connus à l'escrime, puis elle est instructrice d'escrime, elle, à Trois-Rivières, puis tout ça, puis c'est souvent un débat parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il y en est. Je pense qu'il y a un gros débat de société à savoir la place des femmes dans un sport où ce qu'elles doivent confronter des hommes, à savoir quelle part est vraiment biologique, puis quelle part est biologique ou génétique, quelle part est physiologique, on va le dire de même, puis quelle part est culturelle. Mm-hmm. Moi, ce que j'observe, c'est que je connais des femmes que, on va le dire de même, ils ont été élevés comme des gars, des tomboys, puis tout ça, puis
ils vont exploser des gueules à bien des gars en corps à corps, puis tout ça, comme s'il n'y avait pas de différence. Puis d'autres filles qui pourraient avoir le même genre de shape, mais qui ont été élevées peut-être moins à croire qu'ils peuvent être égales à des gars, puis qui vont donc moins bien s'en tirer. Puis là, ben, quelle partie est génétique, quelle partie est culturelle? C'est très dur de partager ça. Puis aujourd'hui, on est dans une société qu'on remet énormément de choses en question. Tu t'aurais posé la question à 40 ans, tout le monde t'aurait dit les femmes sont moins fortes, point final. Aujourd'hui, ben, on dit souvent qu'il y a une question de masse musculaire de différence, mais la masse musculaire a peu d'impact quand tu te fais traverser par une pointe d'épée anyway. Donc, je dirais, moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que, parce qu'on va se le dire, c'est plus un sport en ce moment qui est dominé par le sexe masculin en termes de proportion. Il y a beaucoup plus de gars que de filles. Ça tend à changer parce qu'on travaille fort pour le rendre accessible. Mais c'est sûr que il y a deux enjeux entre est-ce que je donne le meilleur entraînement pour répondre aux besoins des femmes? En ce moment, probablement pas. J'ai probablement beaucoup de travail encore à faire pour trouver comment bien répondre aux besoins des femmes pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Inversement, est-ce que tous mes élèves ont une éducation qui sont accueillants pour les femmes? Ben, c'est un débat de société continu qu'on a aujourd'hui, autant dans le milieu cinématographique, dans le milieu sportif, dans le milieu social, dans le milieu professionnel. Donc, je suis pas mal sûr qu'on est affecté par le même genre d'enjeu, qu'on le veuille ou non. On a quand même beaucoup un travail de vouloir favoriser la présence de la femme. Puis je dirais qu'en fait, de façon intéressante, énormément de mes leaders dans le milieu sont des femmes. Par exemple, jusqu'à récemment, j'en ai une qui a pris sa retraite après plus de 10 ans de travail, mais mes 2 directrices adjointes, c'était des femmes. Puis beaucoup de mes instructrices dans mes écoles sont des femmes. Donc, on le voit que c'est pas un enjeu et tout ça. Puis j'en ai là-dedans ils ont été à des compétitions puis qui ont gagné des médailles contre des hommes qui se sont classés très haut dans des podiums, dans des compétitions très reconnues avec énormément d'athlètes. Donc, moi, j'y crois que c'est aussi possible pour une femme que pour un homme. Je pense juste qu'on est victime de tous les mêmes problèmes que les femmes vivent dans la société en général et toutes les mêmes questions pour bien y répondre. Après ça, on pourrait faire un podcast au complet sur qu'est-ce qui peut expliquer quoi avec en lien que le rôle de la femme dans le sport en général, dans l'escrime et tout ça. Je pense qu'on fait face au même problème, mais je demeure convaincu qu'avoir une arme dans les mains, c'est un grand équilibrateur. Puis j'ai beau être macho pour dire je suis plus fort que toi, si la fille elle me pique d'en face avant que je me rende, ça se peut qu'elle ait gagné quand même. Ouais. Donc, puis de toute façon, habituellement, une personne qui est plus petite est plus agile. Donc, encore là... Ils vont être souvent plus rapides et plus capables de se tasser. Donc, c'est ça la réalité. C'est que moi, je ne crois pas qu'il y a d'absolu. En fait, moi, ce que je dis tout le temps, puis ça, c'est vrai que on parle entre gars, qu'on parle avec des femmes, puis même entre femmes. Stéphanie, qui est ma directrice adjointe, Stéphanie est plus grande que moi. Fait que, c'est une fille de près de 6 pieds. Ben, Stéphanie, je veux dire, ce que normalement j'ai comme avantage contre les filles qui sont en moyenne plus petites que les gars, je ne l'ai pas contre Stéphanie. Je me bats contre une grande qui va reculer puis me frapper d'en face avant que je me rende. Inversement, c'est sûr, si je me bats contre une fille de 5 pieds 2, ben, je peux juste reculer en la frappant d'en face puis elle ne se rendra pas à moi. Mais c'est vrai pour mon élève d'hier qui fait 5 pieds 3 ou 5 pieds 2, qui est un gars. Fait que, comme je dis, la grandeur est beaucoup plus impactante selon moi que le sexe. Mais au final, c'est ça, il n'y a pas d'absolu. Il y a des gens qui vont être plus agiles. Moi, l'agilité, puis pourtant, je suis rendu à un très haut niveau d'escrime. Je suis lent et je ne suis pas agile. Et je me suis blessé dans d'autres contextes sportifs dans le passé. J'ai donc une blessure au genou. Je n'ai pas de mobilité tant que ça. Fait que moi, souvent, la blague qu'on fait, c'est que moi, je suis Darth Vader dans un combat. Je vais avancer sur mon adversaire. Ouais. Je vais parer des coups. Puis au moment que je décide que ça se passe, je fais 3-4 pas. Puis je rentre. Puis je défais tout dans mon chemin. Mais j'en ai d'autres qui vont bondir dans tous les sens. Puis qui vont avoir l'air d'avoir des ressorts à la place des jambes. Puis je vais faire travailler l'élève sur ses forces aussi. Ouais. Si un élève me dit « Ouais, je suis très agile, mais j'aimerais ça être beaucoup plus robuste dans mon approche physique. » Ben OK, je peux le faire aussi. Mais c'est sûr, si l'élève me dit comment je pourrais dominer le plus possible à partir de mes forces actuelles, bon, on va travailler sur les forces actuelles de la personne. Puis un autre aspect qui est important, c'est si je prends quelqu'un qui a toujours été petit puis frêle, mais qui a toujours fait du sport, donc un sportif, mais qui n'a pas la shape. La structure corporelle pour l'avancer, mais un sportif qui a toujours fait du sport malgré qu'il n'était pas physiquement avantagé, c'est un sportif qui après est intelligent dans le sport. Donc, ses grosses forces, c'est l'intelligence. Puis moi, je dis tout le temps, l'escrime médiéval, c'est un sport de stratégie. Donc, c'est un sport avant tout intellectuel, même si au final, on sue comme des porcs à la fin d'un entraînement. La réalité, c'est que, moi, je dis tout le temps, le timing et la stratégie va tromper tout ce qui est technique puis performance physique. Tout le temps. Donc, quelqu'un qui a appris à dire « j'ai pas la corpulence ou la structure physique pour dominer dans cet aspect-là de performance physique »,
mais que c'est quelqu'un qui c'est un habitué de sport, c'est quelqu'un de sérieux, soit que ça fait longtemps qu'il en fait, soit qu'il a été dans plusieurs autres sports en devant faire face à cette réalité-là. C'est généralement quelqu'un qui va devenir très bon bien plus rapidement que les autres, parce que plutôt qu'espérer être plus rapide, puis se faire toucher à retour la plupart du temps, il va vraiment piéger son adversaire, il va contrôler son adversaire, il va faire plusieurs choses, puis ça vaut beaucoup plus cher. Le plus gros enjeu, c'est plutôt de dire, est-ce qu'on est aussi bon qu'on aimerait être pour assurer une formation parfaite pour chaque type de personne et chaque besoin? On essaye, on s'améliore continuellement, on apprend beaucoup. Puis on a heureusement beaucoup d'autres sports qui ont fait des efforts sur lesquels on peut s'inspirer. C'est juste une question de toujours tous s'améliorer à répondre à ça, mais je dirais que non. Une femme dans le sport, elle va être autant capable de le faire, puis tout ça. Puis de même que quelqu'un de plus petit, quelqu'un de plus grand, qui, selon moi, de toute façon, la plus grosse différence est vraiment là, c'est la grandeur qui me semble le plus impactante. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde, tout ça. C'est sûr que, par exemple, dans une société où les trucs de combat, c'est plus des sports de gars, ben, quand je fais, par exemple, la pub ou que j'essaie de rejoindre, mais bien entendu, j'attire plus de gars que de filles. Encore une fois, c'est-tu moi qui est juste pas bon pour livrer le message à la gente féminine? Probablement en bonne partie. Puis, est-ce qu'il y a une partie encore de culturel que les filles se sentent pas visées ou intéressées parce que c'est pas quelque chose qu'on a développé comme intérêt dans leur vie? Il y a probablement de ça aussi. Tu sais, je pense que c'est un phénomène très complexe, très large à ce niveau-là, mais je pense qu'on a quand même toutes les cartes de notre côté pour être capable de rendre ça accessible. Puis, en tout cas, certainement, faire que celles qui décident d'y plonger ne le regrettent pas puis s'amusent pour la peine. Alexandre, les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ton école ou ton académie. Où est-ce qu'ils doivent aller? La meilleure place pour passer, c'est soit chercher Académie Scrimici sur Facebook, où on est quand même très actif. Sinon, on peut juste aller sur scrimici.com. Sur scrimici.com, là, on a toutes les coordonnées pour appeler, pour envoyer un courriel, réserver le cours d'essai, avoir des informations sur les horaires selon les villes. On est assez quand même actif là, dans la réponse des messages puis sur les médias sociaux. Donc, Scrimici, c'est tout simple, SCRIMICIE. Donc, scrimici.com, on y va direct, puis ça va. Puis sinon, Académie Scrimici sur Facebook. Puis tu dis... On est aussi sur Instagram et TikTok. Là, c'est juste qu'on est... Je suis peut-être pas de la bonne génération pour mieux les faire marcher, étant donné que j'ai 33 ans, moi, sur Facebook. Tu disais aussi que tu avais d'autres écoles, donc il n'y a pas juste à Québec, tu dois avoir d'autres places aussi? Non, en effet, Québec, c'est la maison mère, c'est la première, fait que c'est la plus grosse, puis c'est là où on a le monde le plus expérimenté. Mais par exemple, juste de l'autre bord du pont, on a une école à Lévis. Okay. On a une école à Trois-Rivières, on a une école à Saint-Nazaire à côté d'Alma, donc à genre 5 minutes d'Alma. Fait qu'on dit que c'est l'école d'Alma parce que c'est plus simple dans la tête du monde. On a une école à Saint-Hyacinthe, on a une école à Sainte-Thérèse au nord de l'île de Montréal, on a une école sur Montréal, on a une école à Longueuil, on a une école à Gatineau. Puis je fais tout le temps le crime d'en oublier une quelque part, fait que ça se peut que je n'aie oublié une, mais dans l'essence, ça fait le... Ah, on a une à Sherbrooke, voilà. Voilà, alors tu n'as pas oublié Sherbrooke. Non. Alexandre, y a-tu d'autres choses à rajouter sur ton académie? Il y a sûrement une infinité de choses à rajouter sur l'académie, mais je suis sûr qu'en parlant de différents sujets, ça va revenir dans le futur, donc ce sera peut-être plus approprié à ce moment-là. Puis de toute façon, comme on disait, les gens ont juste à aller soit sur le site ou encore aller te rencontrer directement et puis s'ils ont des questions, là, d'aller les poser live, comme on dit. Hey, Alexandre, un gros merci. Puis nous, c'est pas la dernière. On va se reparler sur l'univers médiéval en général. On va parler de plein de choses à droite et à gauche. Donc, bienvenue à la famille de Fantastica. Et puis, on se dit à une prochaine, mon cher. Ben, merci beaucoup. Puis ça va être un plaisir d'approfondir plein d'autres sujets sur cet univers-là. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.